Hello tout le monde et bienvenue en ce dimanche, enpluveyé, puisque, c'est pas ensoleillé, puisqu'on est en hiver. Comme ça nous permettra de resituer un peu nos podcasts, quand on les regardera dans 10 ans pour la postérité. Mmh. Aujourd'hui, c'est un duo un peu, improbable, mais que vous allez apprendre à adorer, Oui. puisque Otal est un petit peu malade et que, comme je l'expliquais dans la vidéo, Deck Tech, qui est sortie cette semaine, parce qu'en fait, on tourne à genre quelques heures d'intervalle les deux. PDQ a toujours ses petits soucis d'internet qui, on l'espère, seront réglés dans la semaine pour les Oui, prochains on enregistrements, mais espère. qui pour l'instant, malheureusement, ne lui permettent pas d'être avec nous. Du coup, plutôt que de faire un truc tout seul, parce que vous m'entendez déjà trop en armory, vous m'entendez sur les deck tech en ce moment, vous m'entendez même quand je suis pas tout seul sur un podcast, On donc t'entend dans on nos s'est dit ça rêves, faisait trop. on t'entend partout. Ça, je sais pas, je veux pas qu'on ait de problème, donc si on peut me laisser en dehors des rêves des gens, ça me va. Sauf celui de Poison, il se reconnaîtra, hein, des gros bisous. Mais du coup, Knight s'occupe de la régie et en même temps, il vient me faire la conversation. Oui. Euh, et Après du ça coup, voilà. va. Le sujet d'aujourd'hui, en vrai, ça va, il y a de quoi dire. Donc Ouais, c'est je cool. pense qu'on va pouvoir parler. Alors, aujourd'hui, ça va être un sujet qui est un peu large, un peu intemporel. Puisque, en fait, ça fait un peu écho à des éléments d'actualité qu'on a vu pas mal sur Twitter ces derniers temps. On a fait un épisode aussi il y a 2 semaines, je crois, Mmh. sur, ou même une semaine peut-être, sur la méta après le passage LL de Islander et après les différents passages LL en Blitz. Et du coup, aujourd'hui, on va reprendre un peu ces éléments-là, puisqu'on va parler de que faire quand son héros passe LL. Et puis, plus généralement, de manière plus globale, on va parler un peu de l'attachement au héros dans Flesh and Blood, de l'identité de son héros et de son archétype, etc. Et de toutes ces petites choses-là. Qu'est-ce qui fait qu'on joue un héros et pas un autre? Qu'est-ce qui fait qu'on se tourne vers un autre héros à un moment, etc. Voilà. Alors, je vais juste faire un Euh, mini disclaimer avant. Le non. l Si, si. Non, non, au calme, non. Non. En fait, on dit, que faire quand votre héros passe LL, parce qu'il y a pas vraiment d'autre moyen de le dire, en soi. Mais évidemment, ce n'est pas une vidéo pour vous dicter quoi faire, hein. On n'est pas en mode: «Quand votre héros passe LL, il faut faire ça». Ce n'est pas un mode Si. d'emploi. Si. C'est plus Non, vas-y, commence à me contredire. Allez, c'était pas ça qu'on avait pas. cet épisode va être magique. Ah là, ça va être fou. On n'avait pas. Préparez-vous, ça va être beau. C'est plus un peu genre Ouais, un ressenti selon les gens, quand ça se produit, comment s'y préparer et puis surtout comment aussi le voir venir. Parce que ça peut être aussi une façon Mm. de s'adapter à ça. Donc surtout, ne prenez pas ce qu'on dit comme argent comptant, mais plus comme des rapports d'expérience, un peu de comment on peut réagir, comment on peut s'y préparer. Genre, plus comme C'est un ça. petit talk, Globalement, nous, on va beaucoup parler de notre expérience et de notre point de vue. Et comme tout ce qu'on dit, mais là encore plus, puisque ça parle de notre expérience, ça n'engage que nous. mmh. Donc Par n'hésitez pas dans contre, les commentaires. voilà, dites-nous qu'on a tort. Mmh. Et dites-nous pourquoi, surtout. Parce que si vous dites juste qu'on a tort, c'est pas cool. Si vous dites qu'on a tort et que vous expliquez pourquoi, ça va, on accepte. Surtout si vous dites que Knight a tort, j'accepte encore plus. Euh, Tu m'as coupé, j'avais un truc à dire hyper important et tu Ah, m'as coupé. désolé, ça reviendra, Tant ne pis, t'inquiète pas. c'est pas grave, c'est pas grave. On est en live pour une raison. Enfin, on n'est pas en live, mais on fait un enregistrement live. Bref, du coup, donc, on va effectivement parler LL. Et on va parler attachement héros, comme on disait, pourquoi on joue un héros, pourquoi on joue pas un autre, etc. Les prémices de ça un petit peu, c'est le fondement quand même que Flesh and Blood, c'est un jeu où on s'attache beaucoup à son héros, à travers des mécaniques de jeu, à travers un lore, à travers un esthétisme. Et c'est quelque chose qui est voulu par le jeu. On commence avec des équipements, on est presque un personnage de RPG quelque part. On a une classe, on retrouve beaucoup d'éléments de ce type de jeu et de ce type comment dire, c'est pas de contexte, mais D'univers. d'univers, merci. Et donc c'est normal de s'attacher à son héros, mais on est aussi sur un jeu dont les fondements en fait sont que tout héros est voué à disparaître un jour ou l'autre, en tout cas dans sa forme
dans sa forme connue actuellement. Puisqu'il y a le système de Living Legend. Donc si on a des gens qui nous regardent pour la première fois ou qui savent peut-être un peu moins ce que ça veut dire, globalement, le système Living Legend, c'est une façon en fait de contribuer un peu à ce lore et à cette histoire des personnages, puisque lorsqu'un héros a dominé les compétitions dans l'univers de Wraith, donc l'univers de Flesh and Blood, et qu'il a gagné assez d'événements compétitifs sur le circuit compétitif du jeu. Donc on va parler aussi bien de petits ProQuest régionaux que des championnats du monde. Ces tournois à chaque fois donnant des points au héros qui les gagne, ce héros, à partir d'un moment, va atteindre le statut de Living Legend, donc littéralement de légende vivante, parce qu'il aura tellement gagné qu'il se verra retiré de la compétition pour devenir Père Castor et raconter son histoire au suivant. Ce nombre de points, c'est 500 en Blitz et 1000 en construit. Globalement, il y a eu pas mal de changements ces derniers temps sur les persos qui sont passés Living Legend. On va en reparler un petit peu au fur et à mesure dans l'épisode. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est peut-être avec un aspect un peu plus compétitif de la chose. Regardez l'épisode qu'on a tourné, du coup, qui est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai un petit doute là. Où on en parle un moment. On fait un petit méta-talk et on parle un peu de tout ça et des différents changements qu'il y a pu avoir. Et j'ai retrouvé du coup ce que je voulais dire, qui est, je pense, assez important aussi avant de plonger dans le vif du sujet de cet épisode. C'est important de comprendre que là, l'épisode qu'on va faire, on va peut-être avoir des éléments vis-à-vis de nous-mêmes ou des éléments de réponse qui vont s'apparenter à des choix compétitifs et à des perspectives de tournoi. Mais globalement, on va pas parler en termes de méta, de tel héros est parti de Living Legend, donc faut se mettre à jouer un autre parce que c'est celui qui devient le meilleur, parce que ceci. Mais on va vraiment parler de préférence, de comportement, de comment on gère, entre guillemets, un petit peu cette perte quand le héros qu'on a joué pendant 1 an, 2 ans se voit partir, etc. Donc ça va vraiment plus être sur l'attachement au héros et comment on change et comment on retrouve quelque chose qui nous plaît, plus que nécessairement vraiment ok, on jouait le meilleur deck, il est parti, maintenant on joue le suivant. Ce qui peut être une façon valable de voir les choses, hein, mais c'est pas vraiment là-dessus que va s'axer cet épisode-là. Déjà parce que c'est un petit peu la tradition, même si je parle beaucoup plus que Otal quand il fait ça et qu'il présente mieux que moi. Knight, comment s'est passée ta semaine ? Eh bien écoute, c'est très bien passé. J'ai fait qu'une seule armory, parce que malheureusement en ce moment j'ai pas trop le temps, je peux avoir pas mal de trucs. L'armory c'était donc mercredi, et il y a un truc qui me plaît et en même temps qui me plaît pas. À mes armories en ce moment je suis abonné au 3-1. Voilà, c'est-à-dire que je ne gagne aucune armory, par contre je fais 3-1. Donc c'est cool parce que du coup j'ai pas à les payer, parce que il y a beaucoup de boutiques qui font ça en général. Quand vous gagnez vos matchs, vous gagnez des bons d'achat. Et du coup, l'armory est rentable, mais du coup, je repars sans la cold foil, en sachant que ce mois-ci, la cold foil, c'est Skizzy and Floof. Et je veux cette cold foil de Skizzy and Floof. Donc, et à part ça, on a fait le live, du coup, tous les deux. Ouais. Où on a fêté un peu la victoire de Kano au Battle Harden, où j'ai joué Kano. Et en vrai, ça m'a juste donné envie de plus prac le héros et de voir une vraie haute dimension, de faire du faille arcanique un peu. Et ça m'a beaucoup fait marrer. Donc voilà, au lieu de mettre des Spreading Flames, autant mettre des Wildfire. C'est très très rigolo aussi. Ouais, ça se tient. Et toi, qu'as-tu fait de ta semaine ? En fait, j'étais en train de réfléchir et je crois que j'ai pas joué cette semaine. Si, j'ai joué vendredi. On devait faire un draft et en fait, on était 9 ou 10 ou 8, je sais plus. Mais comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur ce qu'on voulait drafter, puisqu'on voulait pas drafter Bright Lights, en fait, c'était un draft pas Bright Lights, que moi j'ai proposé un pricing qu'il y avait plus assez de pricing, je crois, ou plus assez d'outsiders, que des gens voulaient Tales of Aria, que machin. Et du coup, en fait, on s'est décidé tous collectivement à payer un peu plus et à prendre des displays, et à faire du scellé en Shapeshifter History Pack 1. Donc Shapeshifter où en fait on peut jouer n'importe quelle carte de n'importe quelle classe dans son héros. La seule restriction c'est de jouer les spécialisations uniquement dans le bon héros. J'ai fait 2-1 sur un jeu 3 games. J'avais un Bravo Fatigue
Pas du tout fatigue parce que c'est pas possible de. Voilà. Mais j'avais genre 40 cartes ou 45 même. Je jouais contre des adversaires à 30. Bon. Je gagne mes 2 premières games. Je pense que je les joue plutôt bien. Après, bon, ça reste du scellé en plus en shapeshifter. Donc, j'ai mis les cartes qui bloquaient 3 et j'ai bloqué et j'ai joué à Notos, quoi. Et à la dernière game, je joue contre quelqu'un qui joue Dorinthea Kodashi. Non, pardon, qui joue Katsu Kodashi, parce qu'on avait fait un gentleman agreement qu'on jouait pas Dorinthea Kodashi. C'est pour ça que je l'ai pas joué non plus. Et moi, en fait, j'avais topé l'arme Aether Conduit qui dit action une fois par tour, paye 2 ressources, mais 2 dégâts d'arcane. Et je me doutais que personne ou presque allait avoir de l'AB. Donc j'ai joué ça contre lui. Et du coup, en fait, il avait 10 tours pour me tuer. Sauf que, donc j'ai commencé, j'ai fait ça, j'ai arsenalé une carte. Je l'ai mis à 18. Son tour 1, ça a été Voltic Bolt rouge. Et moi, j'avais un d'AB, mais j'ai quand même pris 4. Son tour 2, ça a été Reverberate rouge, après avoir fait une attaque. Donc j'ai vite vu qu'il avait beaucoup de dégâts d'arcane et qu'il allait gagner la course. Et il a effectivement gagné la course. Puisqu'à un moment, je passe à 1 et je suis Kodashi Lock et bon. Voilà. Mais assez sympa comme expérience. Bon, j'ai rien ouvert dans les boosters. Il en restait 3 dans la boîte après. Comme rien n'avait été ouvert à part un CNC, je les ai achetés. Il n'y avait rien. Malheureusement, voilà, ouais. il faut vraiment que j'arrête d'acheter La des dure boosters loi de et HP1. autres. J'ai jamais rien eu dans HP1, je crois. Bah, moi, j'ai ouvert une Marvel, j'ai ouvert une Fable, j'ai ouvert des légendaires, donc ça va. Mais là, en ce moment, ça fait un moment que j'ai rien ouvert là. Mais bon, comme je sortais d'une période où j'avais bien ouvert, ça compense. J'ai jamais ouvert de Marvel HP1. J'ai jamais ouvert de Fable. Depuis le début que je Moi, joue des fables, j'en ai ouvert. Bah, t'en as ouvert quelques-unes, non? J'en ai ouvert 3, je crois. Ouais. C'est pas horrible. Je crois que j'en ai ouvert 3. Heureusement, je suis un peu rattrapé avec les autres Marvel. Genre, j'en ai ouvert 3 avec une Marvel. J'ai ouvert j'avais ouvert le Marvel Crunching Tiger. J'ai ouvert 2 Figment Marvel. Wow, stylé. Et tu me les as pas vendus? Non. Faux frère. Oh, ils sont partis le premier jour au prix max. Ouais. Donc voilà, donc ça va. Là, il remonte. Mais ouais, voilà, donc j'ai pas fait grand chose de ma semaine. Effectivement, des trucs que j'ai fait, c'est. Pardon. C'est regarder les games. Alors, je les ai regardés en décalé, mais de regarder les games du BH, qui étaient. Pour les gens qui ont regardé le top 8 du BH. C'était comique. Moi, j'adore. C'était très comique. J'adore parce que c'est vraiment genre. En fait, pour ceux qui ont regardé, globalement, il y a des games de Kano. Et c'est Kano qui a gagné. Et les games n'étaient pas très longues. Non. Je crois qu'ils ont calculé la finale du BH, c'est la finale la plus courte qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de Fab. Oui, mais en même temps, c'est Usuri AB0. Usuri AB0. Forcément, tu vois. Voilà. En vrai, c'était marrant parce que, en fait, genre, le Kano, il a tout eu. Genre, vraiment, le Kano, il a tout eu dans le bon sens. Genre, il a high roll comme jamais ses matchs de top 8. Ça enlève rien au reste de sa run et même au game du top 8, tu vois. Mais c'est marrant parce que du coup, genre, tous les gens étaient là en mode ouah, c'est facile Kano, ouah, faut ban les trucs, ouah, c'est broken, ouah, il turbo high roll et tout. Et en fait, ce que plein de gens ne voient pas, et ce qui est hyper intéressant, c'est que même dans ces situations d'high roll, s'il joue pas parfaitement les games, il les perd probablement. Oui. Et première pick que j'envoie à Knight de la soirée, première d'une longue série. Si tu high roll avec faille, il y a beaucoup de games où t'es quand même permis de faire des erreurs. Oui. Parce que tes erreurs vont te coûter 1 ou 2 points de dégâts. Et sur des games où t'as roll, c'est pas ça qui va faire. Voilà. C'est pas une pique, ça. C'est vrai, ça, on en avait déjà discuté en plus dans certains épisodes. Oui. Donc, mais c'est une pique parce que je parle mal de faille. Oui. Sur Kano, même quand t'as roll, une erreur peut te coûter 15 points de dégâts. Donc, ok, t'as roll, tu fais 40 points de dégâts tour 0. Mais si tu fais une erreur et que tu perds 15 points de dégâts, bah en fait, ton high roll où tu as utilisé tous tes équipements, etc., il tue pas. Et derrière, t'es à poil et tu peux quand même gagner la game, évidemment, mais ça peut devenir plus complexe. Donc j'ai vraiment trouvé les games assez marrantes à regarder. Oui. Parce que j'étais vraiment dans ce truc de oh, il est en train d'high roll, oh, je sais ce que tout le monde est en train de se dire, mais c'est pas pour me vanter, mais comme je joue le perso, je voyais
les points de réflexion qu'il avait, les décisions qu'il avait à prendre et tout ça. Et du coup, c'était intéressant. Parce que, en fait, quand, après avoir révélé un Wildfire, il met 15 minutes à jouer son tour et sa séquence, c'est pas pour rien, en fait. C'est parce qu'il y a une vraie raison et parce que, genre, il est en train de calculer des odds, il calcule les nombres exacts de ressources, il calcule toutes les options de la main adverse en termes de pitch, de sigil, de choses comme ça. Enfin, et voilà. Donc, très Mais en tout intéressant. cas, pour finir avec ça, si vous voulez une raison de mettre de l'AB en side dans la méta qui arrive, allez voir ce top 8 où il y a 2 Usuri qui jouent AB0 et un Kano qui se frotte les mains sauvagement en mode Après, ça va burn. Et au final, c'est ce après, qui s'est bon. passé, ça burn. Très 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 sévère. Donc bon, c'est déjà que même Usuri avec de l'AB, apparemment c'est compliqué contre un Kano qui sait jouer, mais alors quand tu as pas d'AB, Bon, Usuri avec de l'AB, pour moi, je considère. Enfin, en fait, genre. bah En comme fait, tu dis souvent, tu stack quoi. faut comprendre que ces match-up-là, c'est un peu comme Bravo. Genre, contre Bravo, la game, elle est genre. C'est un 90-10 pour Kano. C'est juste que si tu mets pas d'AB, c'est un 90-10 malgré des mauvaises décisions du Kano. Si tu mets de l'AB et que le Kano joue mal, tu peux potentiellement la win. Mais si le Kano joue bien, il va juste jouer différemment la game, mais c'est toujours un 90-10 en fait. Mais bref, c'est pas C'est le ça. sujet de cet épisode. Mettez de l'AB si vous voulez, et affrontez-moi, et ce sera marrant. Ou alors jouer faille, mettez Euh, juste Spell Void. Alors, le non, sujet. je donne pas la vraie tech. Arrête de parler Spell Void, ça n'existe pas. Euh, Du coup, donc, le sujet, le Living Legend, l'attachement au héros, etc. Alors déjà, est-ce que toi, parce que je pense que de ce point de vue-là, tu as peut-être un peu le plus intéressant en termes de parcours de nous deux, puisque toi, quand tu as commencé à jouer, tu t'es mis sur Chain Exactement. en Ouais. CC. Alors, en Blitz, c'est un peu particulier parce que je fais juste cette petite parenthèse, mais je pense que le Blitz, c'est un format où de base, les joueurs ont tendance à plus expérimenter et à moins souvent être fixés sur un seul héros que en CC où je connais beaucoup de gens qui jouent un héros par période. Alors des fois ils changent, tu vois, mais qui ont vraiment genre leur période avec un héros. Et c'est très rare de voir des gens venir en armory avec un truc différent chaque semaine en CC. C'est moins surprenant en Blitz, on va dire. Du coup, pour l'instant, on va plutôt parler Je du pourrais en CC. Et parler donc aussi toi du en Blitz, CC, parce qu'il y a eu ça aussi, mais en fait, les deux sont intéressants. Le parallèle est intéressant aussi. Si c'est passé un peu la même chose. Mais ouais, du coup, en CC, quand j'ai commencé à jouer à Flesh and Blood, moi j'étais sur Chain. Pour la raison très simple, c'est que Dark Sasuke, oye oye, il y a un Runblade, on joue avec la baniche, c'est trop marrant, on manipule les ombres, trop bien. Et la deuxième raison de pourquoi j'ai commencé avec Chain, c'est parce que le premier display que j'ai ouvert de ma vie, c'était un display c'est Arcane? Non, si. Je sais plus quelle dis-moi ce édition. qu'il y avait dedans et je pourrais te dire. Et j'ai pull un Grasp of the Arc Knight. C'était Arc Knight, du coup. Voilà. C'était Arc Knight. C'était Arcane Rising. Voilà, donc le premier display que j'ai ouvert, c'était donc un Arcane Rising. Et donc j'ai vu les grâces, puis je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, c'est jaune, c'est pas la même rareté. J'ai vu que c'était légendaire, j'ai slivé. Et quand je suis revenu sur Flesh and Blood plus tard, j'ai vu donc le principe des équipements, j'ai compris comment jouer. Et je me suis dit, ah bah tiens, j'en ai un, on va partir là-dessus. En plus, le héros me plaît, ça a l'air sympa, on joue avec la baniche, c'est une mécanique qui m'intéresse beaucoup en général dans les TCG. Donc je me suis dit, let's go. Donc déjà, ça c'est un rapport que j'ai eu sur les persos, et vu le nombre de personnes avec qui on discute, c'est un rapport que beaucoup de gens ont vis-à-vis de leur personnage. C'est déjà leur expérience souvent précédente dans les TCG, où ben, ils connaissent un peu un archétype, un système de jeu, et du coup ils regardent dans Flesh and Blood et ils se disent, ah, ça c'est quelque chose qui me plaît, ça c'est quelque chose qui va me plaire, ça c'est quelque chose qui va me plaire. Un joueur d'aggro, s'il commence sur Oldim, bon, c'est un peu, il va un peu rompiche. Un joueur de contrôle qui commence en jouant faille, bon, on en a eu quelques-uns Ouais. qui nous ont dit, ouais, non, moi ça, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, je suis parti sur Chain. J'ai eu l'occasion de le jouer quelques mois quand même pas mal de temps. J'ai eu l'occasion d'affronter notamment des Starvo en ProQuest, des prismes. J'ai réussi une seule fois, je crois, à vraiment faire une stack pour pouvoir jouer Eclipse, qui est une carte légendaire qui est le rituel légendaire de Chain qui permet d'invoquer Ursur.
Donc Ouais. j'ai eu l'occasion de le jouer une fois en stackant contre une prisme, c'était incroyable. Et malheureusement, Chain étant un héros, on peut le dire, un peu cracos quand même, il s'est fait expédier dans le Living Legend au statut de héros par Pablo Pintor, quand il a gagné un calling. Je sais plus quel calling il a gagné. Non. Si? Il a Ou un Pro gagné Tour. le Pro Tour 1. Pro Tour 1. Le premier Pro Tour du coup. Voilà, donc Monsieur Pintor qui était très très fort. Donc j'ai vu mon héros se faire bannir. J'étais en mode, donc là je comprenais les systèmes de Living Legend. Et ben, je pense que comme beaucoup de joueurs, j'étais un peu en mode, donc à ce moment-là, j'avais déjà investi, donc j'avais acheté mon Carionusc, j'avais acheté mes bots, j'avais acheté, donc à l'époque, il n'y avait pas encore la Crown of Providence, donc j'avais un Arcanix Skullcap, donc j'avais acheté pas mal d'équipements. Et les joueurs m'ont dit, mais non, t'inquiète pas, ne t'en fais pas, il y a d'autres Runblade, tu pourras jouer tes équipements ailleurs. Don't worry for that. Et là, juste après, il y a eu les annonces de pricing. Et il y a l'artwork de Faille qui est sorti. Et quand je l'ai vu, j'ai fait au revoir les Runblade, on vous veut pas, moi je veux jouer ça. Et je pense que depuis, bah, vous le savez, j'ai pas trop arrêté de jouer Faille. Et du coup, c'est bien, ça va être le deuxième fois qu'on pourra aussi développer après. C'est que là, bah, je pense que vous êtes au courant maintenant, Faille a gagné les Worlds. Donc il a pris son joli plus 300 points dans la gueule sur le Living Legends, ce qui fait que là, il est à 734, je crois. Ouais. Donc il s'est rapproché du Living Legends. Et du coup, Dangereusement même. dangereusement. Et du coup, je me prépare aussi à l'éventualité que Faille passe Living Legends, donc on pourra en reparler un peu. Mais en gros, voilà. Mais du coup, donc, c'est intéressant parce que du coup, donc, il y a la première expérience où, comme tu dis, en général, les gens qui arrivent sur Flesh and Blood, soit viennent d'un autre TCG, soit n'ont jamais joué à des TCG. Le truc, c'est que, donc, il y a un peu de solutions. Premièrement, tu viens d'un autre TCG et souvent, tu as, si tu aimes bien des archétypes, tu as des archétypes de préférence. Et du coup, tu vas essayer de t'orienter là-dessus. Problème, Flesh and Blood fonctionne un peu sur un axe différent de la plupart des autres jeux, donc les archétypes sont pas vraiment les mêmes ou n'ont pas vraiment le même. Enfin. En fait, il y a des archétypes. C'est qu'un deck contrôle sur Flesh and Blood, c'est pas du tout la même chose qu'un deck contrôle à Ouais, Magic. c'est ça. En fait, il y a des archétypes dans des archétypes. Parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a des héros qui sont plus contrôle, mais eux-mêmes ont des mécaniques de contrôle différentes. Donc, ils vont pas se jouer de la même façon, ils vont pas s'appréhender de la même façon. Mais ça fait des choses intéressantes. Et du coup, donc, on se retrouve dans un spot où, en fait, ça devient intéressant de trouver sa première expérience, entre guillemets, puisque bah, soit vous allez vous diriger vers quelque chose où on va vous dire en armory, ouais, ça, si t'aimes bien contrôle, ça, c'est plutôt contrôle, défensif et tout ça. Soit une autre option, c'est que vous allez aller vers le héros qui joue la première légendaire que vous ouvrez dans un petit booster, ou alors vous allez aller vers le héros que vous aimez bien visuellement. Et du coup, c'est intéressant parce que toi, tu vois, tu parles un peu des mécaniques au niveau de Chain, mais tu parles aussi beaucoup du visuel sur Chain et Faille. Et il s'avère que c'est aussi des archétypes qui sont assez similaires d'agression, d'aggro, et que c'est quelque chose qui, au final, te plaît pas mal comme archétype de jouer aggro, et c'est plutôt ça que t'aimes dans le jeu, en tout cas à l'heure actuelle, que des decks très défensifs ou très setup, ou voilà. Donc en fait, c'est. Enfin, tu vois, la transition, même si c'était pas Runeblade à Runeblade, la transition avait quand même du sens, et t'as pas forcément bougé de critères, on va dire, tu vois, en passant de l'un à l'autre. Et ça, je trouve ça assez intéressant, tu vois. C'est ça. Donc, en fait, moi, de base, dans tout le TCG, j'ai toujours joué aggro. Et c'est un archétype qui me plaît. C'est un style de jeu qui me plaît. Et évidemment, dans Flesh and Blood, moi, j'ai vraiment un peu regardé dans la généralité. Donc, Runeblade, évidemment, ce sont des decks aggro. Et Faille, après, je pense que Faille, ça aurait été compliqué qu'il soit pas aggro, quand même, avec la gueule qu'il avait.
Genre, Ouais, après, ça on sait m'aurait jamais, étonné, mais. ça m'aurait beaucoup étonné quand même, mais surtout qu'en plus, on avait compris que c'était un ninja. Du coup, Hmm. j'ai commencé un peu à regarder Katsu et je me suis rendu compte que Katsu, ça commençait déjà à jouer genre un peu plus aggro, même si on n'avait pas encore les Bones of Ancestry, etc. C'était les listes, comme on les appelait avant, les Katsu Turtle, bah ça marchait plus trop, donc les gens le jouaient un peu plus de façon agressive. Hmm. Donc je me disais que de toute façon, bah, ce serait un ninja de feu, donc pour moi, ça partait de toute façon de l'aggro. Et pour moi, ça reste un critère assez important quand vous choisissez un héros. Ah. Ouais, bah clairement. En fait, là, je te rejoins aussi, puisque je vais parler un peu de moi, Kano, Mm. puisque Kano, c'est quand même mon héros, le héros pour lequel je suis connu, etc. Et c'est vraiment genre le héros où à chaque fois que je sais pas quoi jouer, je joue Kano. À chaque fois que je sais pas ce qui est bon dans une méta, je joue Kano. Bref. Euh, Moi, pourquoi j'adore Kano? Parce que c'est un playstyle qui est unique. Parce que le plus proche que j'ai trouvé de ce playstyle, c'était Dashio et Azalea. Et un peu, pour d'autres raisons, Islander et Prism. Et il y a des. En fait, les mécaniques de Kano, je les ai jamais retrouvées. Elles sont ultra uniques. Et des éléments de mécanique, je ne les retrouvais que dans les 4 héros que j'ai cités juste avant. Ce qui fait que, en fait, j'ai. Comment dire? J'ai beaucoup de mal, depuis que je joue Kano, à jouer autre chose. Parce que c'est tellement un playstyle unique que j'adore que j'ai du mal à jouer autre chose en termes de playstyle. Et du coup, ça, c'est un truc qui pour moi me paraît hyper important. C'est le playstyle. Et en fait, alors j'aime bien l'identité visuelle, etc. Prism, par exemple, je joue le deck aussi parce que je trouve les cartes magnifiques, etc. Tu vois. Mais disons que je vais plus aller vers un deck dont j'aime le playstyle qu'un deck dont j'aime vraiment les artworks ou le lore. Parce que déjà, le lore, je le connais beaucoup moins. Et les artworks, je trouve que globalement, dans Flesh and Blood, il n'y en a pas beaucoup qui sont moches et pas réussis. Du coup, ça aide pas mal aussi. Et tu vois, du coup, par rapport à ça, ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'ai ce côté où, toi, tu vois, par exemple, si Faille part, tu vas être en mode, ok, je vais aller vers le prochain aggro qui m'attire visuellement, qui m'attire dans ses mécaniques, mais des agros, t'en as plein possible, tu vois. On pourra en discuter Euh, après, mais je trouve ça aussi intéressant, mais ça sera plus vers la fin. Il sera plus justement de quand on commence vraiment à jouer à Flesh and Blood, où justement on évolue un peu sur ce système de pensée, tu vois. Parce bien que, sûr. parce que là, tu vois, genre si Faye part en Living Legend, je sais déjà à peu près sur quoi je vais me pencher, mais pas pour les mêmes raisons de pourquoi j'ai choisi Faye Oui, oui, clairement. et Jhin, tu vois. De toute façon, je pense que le fait d'avoir joué. euh, Genre, le fait d'avoir joué Chain puis Faille et d'avoir joué contre d'autres choses, t'as fait apprendre des trucs sur le jeu aussi, t'as fait voir d'autres choses et tout. Et du coup, ton idée et ce que t'aimes évolue forcément et ne reste pas fixe à un seul endroit. En tout Mm. cas, c'est rare. Mais du coup, moi, tu vois, le point que je voulais faire, c'est que quand Chain est parti, tu t'es pas dit, oh putain, quand est-ce que je vais revoir un Chain? Mais tu t'es dit, ok, Faye, qui est un perso agressif, dont j'aime bien la mécanique principale de la Phoenix Flame, dont j'aime bien les Chain Link Wide, dont j'aime bien l'artwork, etc. C'est un héros vers lequel je vais aller. Moi, quand Kano va partir, tu vois, genre, j'ai joué Islander pendant un moment, qui était un wizard aussi, Mm. mais j'ai arrêté parce que je trouvais ça trop boring. En vrai, genre, je trouvais ça trop répétitif et tout, tu vois. Et le truc, du coup, c'est que j'ai un côté où moi, je suis tellement attaché au gameplay particulier de mon héros qu'en fait, je suis plus attaché à Kano en tant que tel. Je suis attaché à ce que Kano me permet de faire dans le jeu. Et du coup, le truc, c'est que il y a des gens, par exemple, tu vois, Otal, je pense qu'il est un peu là-dedans, typiquement. Dans ce côté, j'aime beaucoup la classe gardien, j'aime beaucoup ce côté défensif, ce côté massif, ce gameplay d'attaque tall qui disrupt, on bloque bien, etc. Tu vois. Et ça, c'est un truc, quand tu passes de Bravo à Holdim, c'est très similaire. Là, Holdim est parti Living Legend, on a pu repasser sur Bravo et on perd pas énormément. Et si Bravo part Living Legend, le prochain gardien sera probablement
dans les grandes lignes, capables de faire des choses similaires et d'avoir un gameplay assez proche. Du coup, t'as pas besoin d'attendre un nouveau Bravo avec des mécaniques très similaires, même si le jeu nous promet qu'il y aura tout le temps en rotation, alors peut-être des fois avec des gaps en termes de timing, mais tu auras tout le temps en rotation des héros pour que toutes les cartes d'une classe, y compris les spécialisations et de talent, soient jouables. Donc, si Bravo part en Living Legend, il y aura un autre Bravo à un moment donné. Mais, dans le cas de Kano spécifiquement, par exemple, et dans mon cas en tant que joueur, si le nouveau Kano n'apporte pas la même capacité de jeu, ou une capacité très similaire, bah, je vais un peu être en mode bas les couilles. De la même manière que le prochain Wizard, s'il n'apporte pas, enfin, s'il est plus proche en termes de play pattern et de gameplay de Islander que de Kano, je vais à nouveau être dans un truc de genre, Et du coup, tu vois, c'est pour ça que pour moi, il y a différents facteurs. Et selon pourquoi vous êtes attaché à un héros ou à un deck ou à un archétype, le fait de devoir changer parce que le héros que vous jouez par LL va être plus ou moins simple et va se faire plus ou moins naturellement. Parce que si vous êtes attaché à un archétype, bah, votre héros disparaît, pas l'archétype. Donc vous allez juste le jouer un petit peu différemment et switcher. Si vous êtes attaché à un héros, pour la question de lore ou pour la question de visuel, ça va être plus dur déjà parce qu'il va falloir attendre que un autre héros du même nom sorte pour continuer son lore, ou que vous ayez un héros qui ait le même genre de vibe en termes visuels, etc. Et du coup, bah ça peut déjà prendre un peu plus de temps. Si vous aimez spécifiquement le gameplay d'un perso et que vous attendez qu'il revienne, c'est même pas assuré que le perso... Enfin, tu vois, par exemple, si Kano part en Living Legend, c'est même pas assuré que le prochain Kano qui sortira dans 1, 2, 3 ans soit un Kano qui ait le même gameplay ou un gameplay similaire. Donc ça se trouve, en fait, on devrait attendre 4, 5, 6 ans, voire ne jamais avoir de nouveau un héros dans le même style. Alors après, c'est bien parce qu'il y a vraiment deux points de vue différents. Parce que tu vois, typiquement, je vous renvoie sur un épisode qu'on avait fait. Je crois que je suis dedans. Où justement, parce que Kano, ça fait partie des héros très à part dans Flesh and Blood. Ça fait partie des decks qu'on appelle Rogue, un peu les decks sous-marins qui n'ont jamais été surpuissants, mais qui font partie des decks qui ont besoin d'être très bien joués pour performer, etc. Et qui du coup ont forcément un gameplay hyper spécifique pour justement ressortir ce côté spécifique à la classe et au système de jeu. C'est clair. Donc évidemment, on prend un héros comme Kano, ça va être compliqué de sortir dès maintenant des héros qui lui ressemblent, parce que malheureusement, c'est des héros qui demandent un tel skill cap, que en fait, c'est pas... Genre, typiquement, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent, etc. On leur demande, ouais, machin, quel archétype t'aimes bien et tout. Et ils nous disent, ouais, moi j'ai vu, il y a un sorcier, moi je veux jouer Kano. Et c'est ce qu'on dit souvent aux débutants. On leur dit, ben alors, tu peux acheter ton deck Kano, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux apprendre à jouer, prends un autre deck. Apprends à jouer avec un autre deck, fais-toi ton expérience sur d'autres decks. Et puis si après tu veux revenir sur Kano, on t'expliquera, on regardera. Parce que c'est tellement un gameplay et un style de jeu à part qu'en fait ça fait partie des héros qui justement, d'ailleurs on le voit au niveau des points Living Legends, c'est pas un héros qui gagne énormément de points Living Legends en CC, parce qu'en Blitz il est passé Living Legends, parce que 20 points de dégâts en Blitz avec Kano quand on sait le jouer, ça va quand même assez vite. Mais c'est un héros qui en CC a un peu plus de mal à gagner des points, notamment sur le fait qu'il est moins joué. On peut tech contre lui quand on voit qu'il est très joué. Par contre, c'est un héros qui grappille quand même, là typiquement avec le Battle Harden, quand les gens ont tendance à un peu trop l'oublier. Et là, il y a un joueur de Kano qui arrive qui fait « Bonjour, je suis là » et qui va tout rafler. Donc je m'en fais pas trop pour ton Kano en Living Legends en CC. Je pense que tu vas pouvoir le jouer pendant encore très longtemps. Non, mais bien sûr. Et la problématique que tu as avec Kano, et ça peut être aussi intéressant de parler dans un épisode sur Living Legends, c'est que LSS se retrouve un peu dans le problème que, imaginons, dans 2 ans, ils ressortent un Kano qui s'appelle autrement, qui s'appelle Noka, voilà, s'en fout, et que, en fait, ça reste un wizard qui utilise des cartes de Kano, mais qui les utilise d'une façon complètement différente. En fait, même si ça reste ton archétype,
le héros va pas forcément te plaire. Parce que ce sera pas le gameplay de Kano. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça restera un wizard, mais comme tu l'as dit, Islander était pourtant une wizard, et tu trouvais le gameplay pourtant beaucoup plus boring. Donc ça fait partie des decks où... Après, je me fais effectivement pas trop de soucis sur le fait que Kano va pas partir vers Living Legend tout de suite. J'ai le temps. Mais, en fait, c'est plus sur la théorie d'une Living Legend en tant que telle, tu vois. Et c'était plus pour faire un point sur, selon pourquoi tu es attaché à ton deck, ça peut être plus ou moins facile de switch quand tu dois le faire. Après, il y a un autre élément à prendre en compte aussi, je pense, c'est que, et ça, ça revient à nos expériences et ça revient à un truc un peu plus général, c'est que je pense que il y a aussi 2 profils de joueurs. Enfin, en vrai, il y en a 3. Il y a la personne qui joue plusieurs choses parce qu'elle aime bien plusieurs decks, des gameplays similaires ou non. Elle est un peu touche à tout, elle va jouer 3, 4, 5, 6 decks. Du coup, pas forcément être le meilleur joueur ou la meilleure joueuse sur ces decks-là, mais elle va jouer plusieurs choses. Il y en a qui vont jouer qu'un seul deck parce que c'est le deck qu'ils préfèrent. Alors moi, je suis un peu entre les deux, puisque à la fois, je joue plusieurs decks et je sais jouer pas mal de choses et je regarde du contenu sur beaucoup de choses. Et en même temps, dès que je peux ou presque, je joue Kano. Oui, voilà. Du coup, j'ai un peu, voilà. Pour la blague, Croissant, c'est le genre de mec, le jeudi, il nous dit « Ouais, mercredi prochain, j'ai trop envie de jouer Prisme. » Et puis le mardi, il est là, il fait « Ouais, j'ai trop envie de jouer Prisme. » Et mercredi, il arrive, il fait « Ouais, non, je prie Kano. » Voilà. Mais, tu vois, si je voulais, je pourrais jouer Prisme, mais je sais que si tu voulais, tu la jouer, tu vois. Tu pourrais. Mais, disons que, ouais, clairement, voilà. Le truc, du coup, c'est que comment dire? En fait, moi, je me suis un peu entre les deux, mais du coup, donc, première catégorie, une personne qui joue pas mal de choses différentes. Deuxième catégorie, une personne qui joue que 1 voire 2 decks, mais qui les joue parce que c'est ces decks-là que cette personne aime et c'est ce gameplay-là qu'elle va avoir et tout. Troisième catégorie, les gens qui jouent en général qu'un ou 2 decks, mais parce que c'est le meilleur deck et que du coup, ils passent beaucoup de temps à traîner dessus, etc. Et ça, c'est plus sur un aspect compétitif. Et ces gens-là, en général, ont moins d'attachement à leur héros en tant que tel, parce que même s'ils peuvent apprécier le gameplay de ce deck-là, ils le jouent pas parce qu'ils apprécient le gameplay, mais parce que c'est le meilleur deck, plus qu'autre chose. Alors, il y a des petites nuances, évidemment, mais voilà. Il y a en gros ces 3 grosses catégories-là. Et du coup, pour moi, c'est intéressant de les définir quand même, parce que je pense que quelqu'un comme toi, par exemple, Knight, qui depuis 6 mois ne fait que jouer faille, globalement, depuis 3 ans, ne fait que jouer faille. Non, pas depuis 3 ans, mais depuis la sortie de Pricing. Ouais, voilà. Donc, ça fait un certain temps que tu joues que faille. Du coup, toi, au moment où faille par Living Legend, si tu n'as pas testé d'autres choses d'ici là, indépendamment de l'attachement que tu avais à faille en tant que tel, ou parce que c'était un aggro, ou parce que c'était le meilleur deck, ou parce que ceci, ou parce que cela, t'es vraiment forcé de changer et tu pars un peu dans l'inconnu. Là où moi, si je reprends mon exemple, si Kano s'en va Living Legend, j'ai Azalea où je sais que j'ai apprécié le perso, j'ai Dashayo, j'ai Prism, j'ai Dashoji, j'ai Bravo, qui sont des decks que j'aime moins que Kano dans l'ensemble, mais qui sont des decks que j'apprécie jouer quand même, qui sont des decks que j'ai déjà joués, je sais que je suis capable de les jouer, que du coup je pourrais encore plus les train et encore améliorer mon niveau dessus. Donc en fait, je sais que j'ai des options, tu vois, genre je pars pas de nulle part. Et comme je suis un peu un joueur touche à tout, ou touche à beaucoup de choses en termes de deck, je me retrouve à beaucoup explorer, alors même que j'aurais pas besoin de le faire, puisque mon héros est toujours là. Et du coup, je sais déjà les héros qui vraiment me plaisent pas, les héros qui me plaisent, les archétypes qui me plaisent, les types de jeux qui me plaisent et qui me plaisent pas. Là où quelqu'un qui ne joue qu'un seul héros, il peut se dire, ok, bah, j'aime beaucoup ce héros, j'aime bien ce gameplay, j'aime bien cet archétype. Par exemple, toi, a priori, Nightcrash, si t'aimais pas aggro, tu aurais arrêté de jouer Fight depuis longtemps. Donc, tu sais, tu peux partir de cette base de, ok, j'aime bien Ninja, j'aime bien les combats de chain qui sont longues.
j'aime bien aller wide, j'aime bien être un deck aggro. Et donc ça, c'est des éléments que tu vas pouvoir récupérer Mmh. pour ta transition sur un autre héros par la suite, le cas échéant. Euh, Moi, j'ai ces éléments-là aussi, mais du coup, je sais déjà où est-ce qu'ils transitent, entre guillemets. Et comme plus que... Alors, je sais que j'aime pas l'aggro de manière générale, mais comme moi, c'est plus des interactions, des mécaniques, des façons de pouvoir jouer la game, plus qu'un archétype ou une classe en tant que telle qui me plaisent, bah du coup, c'est d'autant plus important pour moi d'explorer différents héros pour savoir quels héros ont des mécaniques qui me plaisent et que j'ai envie d'explorer si un jour Kano passe à l'aile ou si j'ai vraiment plus envie de le jouer pour X raison ou quoi que ce soit. Parce que si je me basais juste sur ah bah Kano, je sais que j'aime bien, ok, c'est un aggro combo. Bah je joue quoi quand il part? Il y a C'est quoi qui est ça. aggro combo? Katsu? Ouais, mais Katsu j'ai testé et en vrai je suis pas si fan, c'est pas du tout pareil. Mmh. C'est vraiment un fil qui est très différent. Donc, je pense que c'est vraiment important pour encore une fois, dans cette idée un peu de préparer le départ de votre héros, surtout si c'est un héros qui est méta, qui fait des résultats et qui commence à être assez haut en points, comme Faille par exemple. Euh, c'est important de savoir pourquoi vous jouez ce héros-là, pourquoi vous l'aimez, quels éléments vous avez envie de retrouver dans votre prochain deck, voire même de commencer à explorer certains decks qui pourraient rentrer dans cette catégorie pour, bah, entre guillemets, pas perdre de temps et déjà savoir si votre héros part Living Legend, de pas avoir besoin d'un mois pour découvrir des choses, mais juste de profiter de là, d'avoir plus de marge pour le faire. Mmh. C'est ça, je suis d'accord. Mais après, là, c'est bien, ça permet aussi de rebondir sur un autre truc, et je vais encore une fois prendre mon exemple. Mais le principe de Living Legends, en fait, quand on a l'habitude des TCG, on peut appeler ça une soft rotation, en gros. On peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que plutôt que l'éditeur bannisse des héros de eux-mêmes, les joueurs s'en chargent très bien et du coup bannissent des héros avec ce système Living Legends. Quand j'ai compris justement ce qui s'était passé avec Chain, que je me suis mis à jouer Faille, c'est là où je me suis dit, bon, c'est dommage, j'ai quand même des équipements Runblade, j'ai pas trop envie de les laisser moisir, on va voir ce qu'on peut faire à côté. Et c'est où je me suis rendu compte qu'en fait, et ben même si j'adore Faille plus que tout, et à chaque fois, et c'est fou parce qu'à chaque fois que je suis une armory, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je joue le deck, et ben je continue de trouver des nouveaux plays et de nouveaux patterns avec. Bah, en fait, ça m'est arrivé typiquement, quelque chose qu'on avait aussi parlé dans un autre épisode, d'aller voir, je l'avais fait notamment avec Ika, de lui dire: «Bah, écoute, j'ai envie de jouer autre chose, viens on échange nos decks» et du coup, cette armory, j'avais joué Islander et ça m'est arrivé aussi à des armories de ramener Katsu, pour me faire une idée. Ça m'est arrivé à des armories de ramener Vincent, parce que du coup, bah, j'avais les équipements Runblade et le héros est sorti, je me suis dit: «Bah, tiens, on va lui donner une chance, du coup, on va tester». Donc ça, c'est quelque chose aussi de c'est bien, comme on l'a souvent dit, se spécialiser sur Flesh and Blood est hyper rewardant. Il y a beaucoup de récompenses à être spécialisé dans un héros, mais je trouve qu'il y a encore plus de récompenses à découvrir les autres, même si parfois ça vous fait sortir un peu de votre zone de confort. Genre typiquement, moi, joueur de faille, vous me voyez jouer Bravo, bah, ça me fait bizarre, j'ai qu'une seule attaque sur la combat chain, je comprends pas trop, quoi. Hmm. Mais ça me permet de comprendre d'autres choses. Un point où on en discute assez souvent, ça me permet notamment de voir l'aspect plus défensif des choses. Parce que faille, ben, Comment on bloque? voilà quoi, comment bloquer. Parce qu'avec faille, c'est simple, si vous posez la question comment bloquer, c'est que vous êtes en train de perdre. Parce que sinon, c'est plutôt comment attaquer. Mais de tester d'autres decks, ça permet d'ouvrir d'autres horizons, et ça permet notamment de se préparer à ces passages Living Legends. Alors évidemment, ça marche pas trop quand on prend un héros comme Kano, parce que Kano, bon, les Striders, bah, on peut pas les mettre sur tant de héros que ça. Mais pour les gens qui ont la Crown of Providence, pour les gens qui jouent, bah, typiquement les gens qui jouent Viscerai, bah, il y a clairement un intérêt à découvrir peut-être Vincent. Pour les gens qui jouent Faille, il y a peut-être un intérêt à jouer Katsu. Pour les gens qui jouent Dorinthea, il y a peut-être un intérêt à découvrir Boltyn, je sais pas. Pas mal de choses comme ça où vous pouvez vous adapter et vous pouvez un peu, on va dire, agrandir la place que vous laissez à votre archétype en disant: «OK, j'adore cet archétype, j'adore ce héros», comme tu l'as dit,
Mais Ouais. est-ce que, tiens, je sais que dans ma commu, il y a quelqu'un qui joue ça, il y a quelqu'un qui joue ça, il y a quelqu'un qui joue ça. Et ça peut être hyper intéressant de découvrir ça comme ça. Et si je dis Mm. ça, surtout, je fais le mini parallèle avec le Blitz, parce que la première fois que j'ai joué Vincent, du coup, c'était en Blitz. Parce que du coup, après le bannissement de Chain, bah Chain, c'était un personnage que je jouais également en Blitz. Sinon, en Blitz, moi, je joue Kaio. Voilà, c'est clairement pour le fun, pour les gens qui connaissent le héros, je lance des dés. Mais quand Vincent est sorti, je me suis dit, ah ben tiens, mon héros est passé de Living Legends en Blitz, je ne pourrai donc plus le jouer en Blitz. Par contre, il y a un autre Runblade que je trouve hyper intéressant, parce que bah, la mécanique est différente, ça me fait découvrir un autre playstyle. Donc, ben, je vais juste récupérer les objets que j'ai de Chain, et Mm. je vais les mettre directement sur Vincent. Et ça fait découvrir plein de choses. En fait, je pense que ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'essayer d'identifier, comme je disais, les Mm. éléments qui vous plaisent dans un héros et d'essayer de les retranscrire. Moi, je sais que en fait, il y a 3 choses qui me plaisent énormément dans le Kano. Le premier, si un deck veut vous faire dormir, vous lui pitch-stackez la gueule et vous l'explosez. C'est un exercice qui mentalement est dur, ça demande beaucoup de mémoire, etc. Ça demande de l'entraînement. Et c'est hyper rewardant de tuer quelqu'un avec une stack de canaux, pardon, parce que pendant toute la partie, vous avez mis des cartes dans le bon ordre et vous vous êtes souvenu de l'ordre. Et c'est limite encore plus rewardant une fois que vous avez passé le choc de merde, je suis nul, je me suis trompé d'une carte dans l'ordre, de réussir à la réparer et de tuer quand même. Mm. Tout à l'heure, pendant ma pause au taf, je m'imaginais une game contre Bravo avec Kano pour m'entraîner à stacker. J'ai fait une stack qui, sous 4 bleus, ok, hein, sous 4 bleus, AB3 à chaque fois, du coup, avec les 4 bleus, a mis. Tac, tac, tac. 121 dégâts, je crois. Voilà. Not bad. On était comme ça. Donc voilà, ça c'est la première chose. C'est vraiment d'avoir ce côté où tu ne peux pas te faire fatiguer. Enfin, c'est genre le deck a un out pour ces situations qui est très demandant en termes de skill, mais qui du coup est très skill rewarding. Et ça c'est cool. Deuxième chose que j'adore avec ce deck, tu gagnes de l'info pendant tes tours en activant Kano, en piochant des cartes, en optant, et tes tours changent au fur et à mesure que tu les joues. Et ça, j'adore aussi. Je me rends compte que dans Flesh and Blood, les decks où je suis bloqué avec ma main de 4 cartes et où ma main de 4 cartes, c'est l'entièreté de ce que je vais voir pour le cycle de tour entier, c'est rompiche. Alors que quand tu peux opt et piocher des cartes et tout, Ouais, voilà, donc ça, je kiffe. Donc ça, c'est le deuxième gros élément. Troisième élément, les instants. Le fait de pouvoir jouer à instant speed, de pouvoir jouer avec des timings dans le jeu, de pouvoir répondre à des choses dans le jeu, comme aucun autre héros peut le faire, j'adore aussi. Parce que, notamment, ça me permet de, exploiter, entre guillemets, mes connaissances de jeu, des timings, des règles et tout ça. Et deux, ça me permet de continuer à les practice et à correctement connaître les timings et tout pour quand j'arbitre des tournois. Donc c'est un peu un double gain. Et du coup, à partir de cette base-là et de ces trois éléments-là, pardon, quels sont les decks que j'ai eu envie de tester et qui m'ont plu quand je les ai testés? Dashayo. Ah, bah tiens, on a une manière de comment dire, de jouer avec le dessus du deck, puisqu'on regarde la carte, on a une info en plus, des fois on peut jouer la carte, etc. On pioche des cartes avec Spark et tout ça. Deuxième chose que j'ai testé, Azalea, il y a un certain temps. Ah, tiens, on opte, on pioche des cartes, on manipule le top deck. Troisième chose que j'ai bien aimé, Dash Hybrid, parce que c'est un deck qui est rewardant en termes de skill. Puisqu'il faut beaucoup t'adapter dans les match-ups, t'es proche de 50-50 partout, mais il faut correctement jouer tes match-ups et tes plans de jeu. Et parce que tu as un built-in anti-fatigue via les pistoles. Quatrième deck que j'ai beaucoup aimé, et qui est un peu le dernier sur globalement tout ce que j'ai pu tester, Prism. Pourquoi Prism? Les instants. Oui. Voilà, on joue en instant et on a des timings, maintenant encore plus avec les Figment, quand est-ce qu'on les awaken, quand est-ce qu'on les utilise, comment on fait pour les tutos, machin, tout ça, enfin, beaucoup de mécaniques en fait où
j'ai jamais retrouvé un deck qui a tous les points de Cano que j'aime dans Cano. Mais je suis allé explorer des decks qui avaient des parties de ce que j'aimais dans Cano. Et dans la plupart des cas, c'était suffisant pour que j'apprécie le deck. Et si Cano n'existait pas ou n'existait plus, je pourrais totalement jouer ces decks-là et ne pas être trop triste sur le jeu. Maintenant, tant que Cano existe, bon, voilà. Je vais pas m'auto-flageller en mode « Ah non, arrête de jouer le deck que tu préfères parce que... Donc, je continue à jouer Cano, évidemment. Mais du coup, c'est tout ça pour dire que c'est important de trouver ce qui vous fait aimer votre perso quand vous jouez que un ou deux persos. Trouvez ce que vous aimez et essayez d'explorer d'autres héros qui ont des similitudes. Pas forcément sur tous les points, mais qui ont des éléments en commun. Parce que vous allez peut-être découvrir d'autres persos que vous aimez bien, que vous avez envie d'explorer, que vous avez envie de jouer, etc. Et ça reste avant tout un loisir, et ça reste hyper important de jouer des decks qui vous font plaisir, de jouer des mécaniques qui vous plaisent et tout ça. Donc c'est important d'être capable de savoir, entre guillemets, qu'est-ce qu'on aime sur le jeu, qu'est-ce qu'on aime comme façon de jouer, qu'est-ce qu'on aime comme façon d'aborder la partie, etc. Parce que c'est ça qui va vous aider à passer les meilleurs games possibles. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord, mais du coup, c'est intéressant que tu retrouves certains. Tu vois, là, par exemple, il y a un parallèle que je sais pas si tu le fais, mais un peu inconsciemment. Mais tu parles beaucoup de. Toi, les héros qui te correspondent, c'est des héros qui ont des mécaniques intéressantes. Et c'est là, pour les gens qui ne l'ont pas encore compris, Monsieur Croissant est judge. Et Monsieur Croissant aime beaucoup les mécaniques, aime beaucoup les interactions qui changent un peu d'habitude. Et du coup, bah, logiquement, ça se ressent dans son gameplay aussi. Donc, oui, mais en fait, pour revenir aussi sur Living Legends, tu vois, c'est comme tu l'as dit, réussir à voir d'autres héros qui ne correspondent pas à notre gameplay, mais qui s'en rapprochent, qui ont des similitudes, ça peut vraiment vous aider à vous rassurer en vous disant, ok, ben en ce moment je joue ce héros, j'adore son lore, j'adore son gameplay, mais quand il partira en Living Legends, bah il y a ce héros aussi que j'ai beaucoup aimé jouer et que je vais apprendre à connaître après. Genre plein de nouvelles choses, plein de petits embranchements. Et c'est ça qui me fait dire que dans Flesh and Blood, tous les héros sont très différents les uns des autres, mais très souvent, c'est pour ça que je parlais d'archétypes, très souvent ils se rejoignent dans certains archétypes. Tu parlais de Katsu, typiquement Katsu c'est un aggro combo, par contre, pour moi, il se rapproche plus de l'aggro que du combo. C'est-à-dire que c'est un aggro qui va comboter, mais il va pas du tout comboter comme un Kano. Du coup, moi je sais que Katsu, ça je le sais déjà, c'est un des trucs dont je m'entraîne en ce moment, que j'essaye vraiment d'apprendre parce que c'est un héros qui est plus compliqué à jouer qu'il n'y paraît. Toi, tu t'entraînes sur Kano, là. Je vais te coacher. Ouais, sur Tout le monde Kano va aussi. se mettre à jouer Kano, là. Ah, mais Kano... Mais vous voyez, Kano, typiquement, c'est le héros, pour moi, ça fait partie des héros. Tout le monde devrait le jouer au moins une fois. Parce que typiquement, quand on parle de héros, quand on parle de Living Legends, quand on parle de compétition, je peux comprendre que quelqu'un soit salé la première fois qu'il se prend un Kano dans la tête. Parce que c'est un héros qui est assez compliqué à comprendre. Et la première fois que vous allez vous le prendre, vous allez vous prendre un combo à 60 points de dégâts. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Non. Bah moi, la première fois que je t'ai affronté, tu m'as mis un truc à 60 dégâts. Je comprenais rien. Non. J'étais en mode, mais what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Et 60 Ouais, à peu près, 60. ouais. Je sais plus, tu m'avais fini sur un Blazing à 30. C'est beaucoup 60. C'était un truc, je sais plus. Mais je crois que c'était une game. Je crois que la première fois que j'ai pris, c'était une game où je jouais Chain, tard à l'époque. Et je crois que j'avais du Spell Void, je sais plus. Et du coup, bah, sans même le. En fait, à l'époque, je le savais pas encore. Mais juste monsieur m'avait stacké la gueule. Et voilà. Et puis il m'a tué. Puis... J'ai stacké une Chain. Oui. Non. Compte-moi une fois. Ou alors t'as juste eu de la chance. Mais je me souviens d'une game. Je pense que j'ai eu de la chatte. Alors t'as eu de la chance. Je pense que j'ai eu de la chatte parce que stacker contre Chain. Ça avait l'air de. Bon, alors attends. T'as stacké contre possible. mon Chain. Mais même, c'est pas possible. T'as stacké contre mon Chain à l'époque où je jouais encore, j'avais pas encore tous mes équipements. En fait, si tes tours ils font 3 de dégâts, oui, je stack. Oui, c'est ça. En fait, je jouais très très mal à l'époque. Je pense jouer un peu mieux maintenant. Mais vous voyez, je suis pas sûr. Genre, c'est ce genre de truc. Allô? c'est ce genre de truc où je me suis dit, ah ben tiens, ce héros, j'aimerais bien comprendre ses mécaniques. Et en plus de ça, c'est hyper important dans l'univers de Flesh and Blood, même si vous êtes casual, même si vous ne faites pas forcément de compétition, de comprendre les mécaniques d'un peu tous les decks.
Ça permet de beaucoup s'adapter, même quand vous jouez entre Non, potes et tout. si vous êtes casual, c'est beaucoup mieux de refuser de comprendre comment on joue contre Kano et à chaque fois que vous jouez contre en armory, de dire ouin ouin, j'ai perdu, deck de tricheur, c'est broken, ouin ouin. Ouin On ouin. peut pas interagir avec. Ou Voilà, alors c'est quand vous beaucoup jouez plus, Kano, c'est beaucoup plus important de faire ça. ou alors C'est quand... vraiment, c'est Mm. beaucoup mieux pour tout le monde. Mm. Pour vous, pour nous, c'est vraiment continuer. Ou alors quand vous jouez Kano, vous êtes là, ouin ouin, bravo, c'est ingagnable, ouin ouin. Bisous, Oh, je t'embrasse. putain, ce petit con là, il casse les couilles. Putain, je le vois jouer une game en blitz. Il y a un Anotos, il fait pas de bloc, il prend pummel, il passe à 5. Il fait OK. Après, il joue son tour. Et après, Il concède. le tour d'après, son adversaire refait Anotos pour 6. Et le joueur Kano fait oh, bah, on va tenter de kill. Puis il n'y arrive pas, évidemment, parce qu'il a pas stack, rien. Et puis parce qu'il a des attaques dans son deck, donc il peut pas. Voilà. Et il fait oh, oui, c'est de la merde. De toute façon, t'as gagné. Je veux pas stack. Il met 15 000 dégâts. Et moi, je passe à côté, je suis en mode, mais. T'as fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais, genre qu'est-ce que tu fais? Si vous avez l'occasion, il y a des armories à Paris qui sont très rigolotes. Si vous voulez découvrir une façon de jouer le héros dans une façon de jouer le héros, il y a des trucs un peu spicy. Venez voir His Name So Good, jouer vos héros préférés, pas comme vous jouez vos héros préférés. C'est ça. Venez découvrir un nouvel archétype dans vos héros. Ah bah, c'est l'inventeur du Prisme Yellow Solana Cashin. Oui. Non, librairie Cashin et il y avait un autre truc, je crois. Librairie Cashin Pummel ou un truc comme ça. Je sais plus, ouais, c'était assez... C'est lui l'inventeur de cette liste. C'était un peu le bazar, ouais. Mais... Liste inventée et jouée par lui uniquement, mais... Et en plus, c'est ça. Genre, découvrir des nouveaux héros, ça peut vous donner des idées pour votre propre héros et vous donner des grosses pistes de réflexion pour évoluer après le RL, le LL de votre héros préféré. Donc, ça peut être très cool. Ouais, parce que un truc qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup dit, c'est que lorsque votre héros passe LL, il y a plusieurs scénarios possibles. Donc, il y a le scénario où le héros était d'une classe et il y a d'autres héros de cette classe ou du talent, et donc le pool de cartes reste globalement très jouable. Et là, je parle juste du pool de cartes. Hein. Je parle pas de mécanique. Et il y a le moment où, par exemple, Islander passe en LL ou Oldhim passe en LL, il n'y a plus aucune carte Ice jouable actuellement en CC. Bon, c'est un peu dommage. Et ça, c'est une promesse d'LSS que, même si des fois, il faudra peut-être attendre 6 mois, 1 an, il y aura des nouveaux héros qui rendront à nouveau ces pools de cartes jouables. Le truc, c'est que vous avez des temps d'attente. Si vous êtes un joueur Ice, bah là, pendant peut-être 1 an, vous n'allez pas pouvoir jouer en CC si vous ne vous mettez pas à jouer autre chose. Et deuxièmement, même quand Ice va revenir, peut-être que ce ne sera pas sous la même forme, peut-être que ça vous plaira moins, peut-être que ce sera des mécaniques qui seront différentes, peut-être que vous n'allez pas apprécier les nouveaux héros Ice en termes de gameplay, et que donc, vous, entre guillemets, vous pourrez à nouveau pas rejouer ce qui vous plaisait initialement 2 ans avant. Le truc, du coup, c'est que dans ces cas-là, c'est hyper important de savoir pourquoi Ice vous plaisait, de savoir pourquoi Oldhim ou Islander ou qui vous voulez vous plaisait, pour, comme on le disait, pouvoir aborder et aller vers un autre héros, soit qui vous plaît moins, mais en attendant de retrouver ce qui vous plaît le plus dans le jeu, quel que soit le temps que ça prenne, soit d'avoir découvert, parce que vous vous êtes intéressé à d'autres choses, d'avoir découvert un héros qui, au final, vous plaît tout autant, voire plus, et du coup, de pouvoir à nouveau passer sur ce héros-là, et vous investir sur ce héros-là. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, et pour moi, presque indispensable, de tester un peu des choses, même si vous êtes sur un perso, surtout quand ce perso-là est à l'approche du Living Legend, parce que c'est ce qui va vous permettre de continuer à apprécier le jeu, de faire une transition tranquillement d'un héros à un autre, de continuer à kiffer vos parties avec un héros qui vous plaît dans le jeu, tout en attendant potentiellement de re-switch sur quelque chose d'autre ou d'explorer le héros d'après, etc. Alors que si vous vous dites « Ah non, j'aime que ça, j'aimerais jamais rien d'autre » ou « Je sais pas ce que je peux aimer d'autre » ou
et que vous refusez de tester et de découvrir ce que vous pouvez aimer d'autre, quand votre héros va partir LL, vous allez juste plus jouer. Et c'est dommage parce que même s'il y a des héros qu'on aime plus que d'autres, évidemment, dans leur mécanique, dans leur artwork, etc., le truc qu'on a tous en commun, c'est d'aimer le jeu en lui-même. C'est d'aimer le jeu dans son essence. Et moi, le jeu, quand je fais une partie, que je joue Kano ou Prism ou Bravo, ou même si je... Non, j'allais dire même si je jouais Faille, mais c'est faux. Même si je jouais Braillard, j'apprécierais les parties que je fais quand même. Donc, au bout d'un moment, on se retrouve sur un spot où c'est un peu dommage d'arrêter le jeu pendant X temps, juste parce que vous n'avez pas forcément exploré des héros qui pourraient vous plaire, et que vous êtes un peu comme ça, en mode « Ah, mon héros est parti Living Legend, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas, du coup, je vais moins aller au tournoi, je m'éloigne du jeu, etc. » Alors qu'initialement, le jeu, vous l'adoriez, en fait. Sauf si vous jouez Faille, là, je sais pas ce que vous faites, mais bon, vous êtes des psychopathes, vous n'aimez pas le jeu, vous aimez juste faire des Phoenix Flame et faire des 3 Go Again et des 4 Go Again sous Art of War. Ouais, mais nous, au moins, on bloque tour 0 C'est vrai. pour pas mourir. C'est vrai. Alors, s'il vous plaît, ne bloquez pas tour 0. Continuez à streamer tour 0. Continuez à nous regarder. À liker et à... Par contre, si vous jouez Kano et que vous êtes tour 0, bloquez Snatch. C'est un bon conseil. Non, mais ça, c'est vrai que si vous êtes en blitz. Oui. Sinon, c'est pas vrai. Mais du coup, oui, est mauvaise. Il faut de toute façon découvrir un peu tout, c'est ce qu'on conseille aussi à pas mal de gens. Un élément qui rejoint un peu ce que tu disais là aussi, parce que forcément il y a des gens qui vont nous en parler, c'est le côté pécunier, c'est les sous-sous, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément la thune de passer d'un héros à un autre avec l'eau de légendaires qui peuvent changer. C'est pour ça, n'hésitez pas à demander aussi dans vos communautés, là où vous êtes, à potentiellement que vous voulez tester un héros, vous faire prêter un équipement, vous faire prêter un deck, etc. pour le découvrir avant de switcher. Et peut-être au fur et à mesure, ça reste un TCG. De toute façon, ça on l'a déjà dit dans pas mal d'épisodes, pour jouer à un TCG, malheureusement, il faut acheter des cartes à un moment, parce que sinon c'est compliqué. Et c'est comme ça, typiquement, je sais que moi, je suis pas quelqu'un qui ait des revenus particulièrement en roulant sur l'or, mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, je me suis pris une petite légendaire par-ci, une petite légendaire par-là, j'ai gagné des promos, j'ai gagné des petits tournois, j'ai gagné des trucs, ça m'a permis d'investir un peu dans certaines cartes, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si tout le monde me voit principalement jouer Faille, j'ai un deck Faille, j'ai un deck Katsu, j'ai un deck Azalea, j'ai un deck Vincent. Je commence à avoir quand même pas mal de decks différents avec les équipements qui vont avec du coup, et ça me permet d'un peu d'alterner et de découvrir et de profiter, même si mon héros passait Living Legends, et c'est ça que je trouve bien de préparer. Moi, je vous donne un petit tips. Si vous n'avez pas trop d'argent et que vous voulez jouer quand même, testez Faille sur Talichar et vous trouverez bien à un moment dans votre local quelqu'un qui revoit la lumière et qui se dit j'en ai marre de ce deck, c'est de la merde, poubelle, c'est trop facile à jouer, il n'y a aucune interaction, boum boum, rush rush, ouga bouga, et qui va juste vous donner ses cartes parce qu'il se sentira sale d'avoir joué ça pendant 6 mois, et il va juste vouloir s'en débarrasser, et plutôt que de les jeter et de les brûler, vous pouvez être là pour les récupérer en mode merci, et vous pouvez à votre tour jouer Faille pendant 6 mois, puis vous rendre compte que c'est de la merde et perpétuer le cycle comme ça pour continuer à donner vos cartes. Voilà. Cette haine envers Faille, cette haine, il profite parce que je suis là. Il profite parce que je suis là ce soir et ça lui fait terriblement plaisir. Comment ça, je profite parce que t'es là? C'est pas comme si je le faisais pas à chaque épisode. Genre, j'attends pas que tu sois là avec moi pour trash Faille. Mais c'est pas grave. Ça fait genre 6 mois que je trash le perso et je vais pas m'arrêter. Et genre, c'est pas parce que t'es là ou pas. Genre, je le fais en armory, je le fais partout où je peux. Perso de merde. J'en ai trop marre. Voilà, un avantage si votre héros passe Living Legend, par contre, Croissant pourra arrêter de le trasher une fois que Faille sera Living Legend. Il va aller gagner des tournois LL avec Stubby, je continuerai à le trash. Bon, tant qu'il y a Starvo, voilà. Tu fais une transition de fou furieux. Parce que du coup, dans le pire des cas, si votre héros passe Living Legends, on l'a vu notamment à Barcelone, il y a eu le premier Battle Harden en Vous pouvez jouer dans le format des tarés. Et vous pouvez jouer dans un format... Alors, il faut qu'il fasse quelque chose contre Starvo, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Non. Mais... Enfin, vas-y, fais ton point, mais je suis pas d'accord. Vraiment, en fait, c'est ouf,
Parce que, ok, il y a le Living Legend, bon, c'est un mini parallèle, hein. Mais en fait, ça montre à quel point Bravo Star of the Show était craqué. C'est que même là, en Living Legends, il est plus craqué que la moyenne. Et ça, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont ramené des prismes pour le battre. Ils ont ramené. Il y a un mec, il est perdu, mais très, très gentil. Il a ramené Dromaille pour le battre. Il y a des gens, ils ont ramené Lexi pour le battre. Et le top 8, c'était 8 Starvo. Genre, ça montre que le héros était vraiment. Et notamment, c'est pour ça que le Living Legends existe en fait. Le fait que le principe même de Living Legends existe, ça veut dire que Starvo, qui était un héros, et qu'il est toujours d'ailleurs en Living Legends, qui est un héros craqué par rapport aux autres, est passé Living Legends en quoi? En 4 mois? Il est passé très très vite Living Legends, je crois. Donc, bon. Je sais pas. Je sais pas trop en combien de temps il l'a fait, mais les Il prismes. l'a fait très rapidement. Il l'a fait très très rapidement. Donc les prismes n'ont pas réussi à l'arrêter, les Dromailles n'ont pas réussi à l'arrêter. Donc, Alors, bon. avant de dégoûter tout le monde du jeu, et parce que j'aime trop ramener ma science pour, genre, dans 6 mois, pouvoir dire j'avais raison, et si j'avais tort, bah, c'est pas grave, tout le monde aura oublié. Donc c'est fine. Du coup, le Living Legend, c'est un format de taré, c'est un format de dégène, mais pas que à cause de Starvo. Alors, en partie, parce que Starvo, c'est un perso de dégène. Awakening, c'est une carte de dégène. Mais Stubby Hammerers, c'est une carte de dégène. Chain, c'est un perso de dégène. Dustblade, c'est une carte de dégène. Bon. Luminaris, c'est une carte de dégène. Oui. Je veux juste remettre un tout petit peu de contexte. En vrai, de manière sérieuse. J'arrête de trash, de troll, de tout ça. Je recommence juste après. Vous inquiétez pas. Mais juste très rapidement, un tout petit peu de contexte. En gros, en fait, dans l'idée, il faut comprendre plusieurs éléments par rapport à ce tournoi de résultats, parce qu'effectivement, le Battle Arnold de Barcelone, premier événement officiel du circuit compétitif de LSS qui s'est joué sur le format Living Legend, a vu 8 Starvo en top 8. Bon. Je vais faire une petite liste d'éléments pour que vous compreniez un petit peu pourquoi, pour moi, c'est pas des résultats qui sont forcément affolants et on ne doit pas crier au ban pour sauver ce format. Et ce format peut être exploré compétitivement au-delà de Starvo. Peut-être qu'il nécessitera des bans s'ils veulent le reconduire en événement officiel avec des cash prizes de ce niveau-là. Mais quand je vois qu'on a encore des callings en scellé, pour moi, le Living Legend serait un bien meilleur format à mettre sur des callings que du scellé, par exemple. Bon. Premier élément. On est sur... Alors, je me souviens plus des chiffres exactement, mais il y a une grosse partie du field qui est sur Starvo. Premier élément. Ça aide pour le taux de conversion. Deuxième élément, je pense, j'ai pas tous les noms, mais je pense qu'une partie des gros joueurs qui ont joué à ce tournoi étaient sur Starvo par choix de facilité. Pas au sens où c'était pas le meilleur choix, mais au sens où je pense que dans la préparation de cet event, il y a eu 2 éléments très importants. Premièrement, tout le monde avait peur de Warmonger, et je pense que du coup, il y a eu très peu de chain à cause de ça, alors qu'on l'a vu, en fait, il y a très peu de gens qui jouaient à Warmonger au final dans l'event, dans leur deck. Deuxième élément, qui est vraiment le plus important, et genre tous les gens qui ont râlé du format sur Twitter, j'ai vu personne parler de cet élément-là qui pour moi est primordial, c'était un Battle Arnold en jour 3 d'un week-end avec les championnats du monde, avec un calling et avec des putains d'énormes side events qui donnaient des cartes promo exclusives à l'événement qui se revendaient sur l'event à 100 ou 150 balles. Donc en fait, ce que t'allais faire en top 8 de BH, tu l'avais fait en faisant ton side event à côté et ça t'avait pris moins de temps et t'étais sûr. Je caricature et j'abuse un peu, mais voilà. Du coup, je pense que dans les gros joueurs et dans les joueurs capables de break un peu le format, de trouver des alternatives et tout, il y en a genre 10 sur les 500 qui auraient pu le faire, qui ont traîné le format. C'est-à-dire que, de mon point de vue, je pense que la plupart des gens qui ont joué à SBH, et la plupart des gens qui étaient là ce week-end, étaient en mode « Oh, c'était trop marrant Starvo, c'est un deck de cons, c'est du coup le truc qui s'entraîne trop et sans me poser de questions sur la liste parce que les listes n'ont pas changé, à part Starstruck, me donne le plus grand moyen de performer à ce tournoi sans avoir besoin de me creuser la tête, de train le format et de train ma decklist, puisque j'ai besoin de mettre tout mon temps sur les worlds ou le scellé pour le calling. » Du coup, il y a très peu de préparation qui a été faite pour cet event, et donc très peu de préparation, ça signifie jouer ce qui est perçu comme le meilleur deck de la salle, qui en plus est plutôt un aggro, sans trop se poser de questions.
Parce que les listes étaient déjà faites, parce qu'il y a eu genre 0 carte à part Starstruck pour le deck depuis qu'il est passé Living Legend, contrairement à genre Chain ou Prism, parce que la puissance du deck était connue, etc. Donc c'était un choix de facilité. Et du coup, choix de facilité, ça veut dire en opposition en fait, que les gens qui étaient sur d'autres choix que Starvo n'ont pas vraiment eu le temps de beaucoup peaufiner leur liste, de beaucoup train le match-up, de beaucoup se rendre compte des choses et de vraiment trouver des alternatives et de vraiment venir avec des decks qui étaient faits pour battre les Starvo. Parce que tu dis, par exemple, il y a des prismes qui sont venus pour battre Starvo. Ok, j'entends. À la fin de la méta Starvo, avant qu'il parte LL, les listes de Starvo étaient considérées comme favorables ou 50-50 contre les listes de prismes de l'époque. Si je reprends les listes de prismes du week-end, je suis pas sûr qu'elles aient beaucoup changé et qu'il y ait beaucoup de cartes en plus. Donc si tu reprends les listes de prismes de l'époque qui sont censées battre Starvo, parce que c'est censé être un bon match-up, parce que gardien, parce que tout ça, et qu'en fait tu te rends compte qu'à l'époque déjà, les Starvo avaient trouvé leur tech et battaient les prismes plus souvent qu'ils perdaient, et que toi ton prisme n'a pas évolué, bah c'est plus un counter. Ouais. Deuxième élément, il y avait je crois genre 1 ou 2 voire 0 Awakener of Soul dans la salle, donc la nouvelle prisme. Surtout dans une méta avec des decks qui go-tall et qui ont dominate, je pense qu'avec les Figmon qui servent de déreact, etc., la nouvelle prisme, avec Luminaris, est potentiellement un meilleur deck que l'ancienne. Genre, overall, dans le match-up Starvo, etc. Pourtant, il y en avait genre 1 ou 2. Le deck n'a pas du tout été exploré parce que il n'est pas jouable en construit sans Luminaris, donc personne l'a testé. Encore moins à passer du temps avec Luminaris parce que c'est genre irrelevant pour n'importe quoi qui n'est pas un Battle Hard Mode, etc. Donc en fait, il y a eu très peu de tests, très peu de tentatives d'innovation. Beaucoup de gens, ils sont allés sans préparer et ont pris Starvo parce que c'était un peu le choix de facilité qui allait emmener le plus loin sans trop d'efforts. De la même manière, alors je fais le parallèle, mais là je le fais pas pour trash. Mais de la même manière que lors d'un événement construit actuellement, ou dans la méta précédente, prendre faille, c'était un choix qui n'était pas forcément le plus optimal, qui n'était pas forcément le plus travaillé nécessairement, mais qui restait, si vous aviez peu de temps pour préparer l'event, et que vous êtes à l'aise sur des decks aggro, etc., qui était potentiellement quand même un des meilleurs choix, parce que juste, vous étiez en mode, bah je vais forcer l'adversaire à s'adapter à moi, et juste moi je vais Ouga Bouga, et si la personne en face n'est pas prête, mon Ouga Bouga va gagner, parce qu'en fait mon deck est un des meilleurs pour faire Ouga Bouga. Donc genre juste, je vais y aller. Et Starvo, c'est un peu similaire. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont des counters possibles à Starvo. Je pense qu'il y a des decks en Living Legend qui sont peut-être au niveau, voire meilleurs que Starvo, comme Chain Dust Blade, comme Feist Hammerers, ce genre de choses. Mais je pense que ces decks-là ont genre juste été très 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 peu représentés parce que pas le temps de les train, parce que pas le temps d'update les listes et de trouver les nouvelles manières de les jouer parce que c'est plus ce qu'on joue en construit, etc. Là où Starvo, les listes n'avaient pas bougé, elles étaient déjà lock à l'époque quasiment. Donc les gens ont fait voilà, et let's go. Et mon dernier point mon dernier élément pour appuyer ce point-là, c'est que un mois avant à peu près, il y avait eu un AGE, donc c'est genre des tournois avec des cash prizes, mais des trucs qu'on peut, je trouve, mettre, comment dire, qu'on peut assimiler un peu à un Battle Hard Node en termes de niveau, de tout ça. Donc, pas à prendre à la légère non plus. Qui avait été organisé par une boutique aux States en format Living Legend. Je me souviens plus du top 8. Il y avait des Starvo, évidemment. C'est probablement même le deck le plus représenté. La finale, c'était Lexi contre Starvo. Et c'est pas Starvo qui a gagné. C'est Lexi qui a gagné, ouais. Et c'était un no-match, quasiment. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de Lexi dans la salle au BH de Barcelone. Alors que... Il y en avait, mais malheureusement... Non mais, tu vois, il n'y en avait pas forcément énormément. Il y a peut-être eu des éléments de variance aussi, de match-up, etc., tu vois. Viscerai Skeletta, c'est un deck qui potentiellement est genre un des plus broken du jeu aussi. Il n'y en avait pas énormément non plus. Enfin, par rapport au nombre de Starvo, encore une fois. Donc c'est pour ça que ça a fait une longue parenthèse sur le sujet par rapport au débat de base des Living Legends et tout. Mais pour moi, le fait qu'il y ait eu 8 Starvo sur 8 en top 8 au BH de Barcelone dans Living Legends,
ne veut pas dire que le format est doomed, a besoin de ban, a besoin de ceci ou de cela, et ne veut pas dire que c'est pas un format que vous devriez tester et explorer pour les prochains tournois qui normalement devraient se faire dans ce format-là, comme la preview LSS. Si le deck que vous aimiez le plus est Living Legend, par exemple, vous adoriez Lexi ou Islander, ou que vous avez envie de jouer un deck que vous adorez qui est jouable en construit, mais que vous avez envie de le jouer à un plus haut power level, genre Faille avec Stubby Hammerers ou Prism Awakener of Soul avec Luminaris, par exemple. C'est des choses qui sont pas possibles dans un autre format que le Living Legend, et c'est des choses qui, je pense, si c'est une façon que vous préférez de jouer, le format, de mon point de vue, est pas doomed, et le format est pas genre voué à être Starvo versus Starvo versus Starvo versus Starvo en permanence. Donc, n'hésitez pas à aller explorer des choses, plutôt que de vous maintenir dans un construit si ça vous plaît moins, etc. Et puis après, quand il y aura un nouveau truc qui sort avec, on le disait et on le répète, hein, des éléments de gameplay qui vous rappellent un ancien héros, etc., bah à ce moment-là, il sera jamais trop tard pour revenir sur du construit, reprendre ce nouveau deck, le tester et repartir dans ce format-là. C'est ça, exactement. Je dis pas que le format est Doom en Living Legends, pour finir là-dessus. Je dis juste que c'était un peu genre l'appréhension de la salle, où bah, en fait on voit la différence de power level entre certains héros et d'autres, mais en fait c'était même pas les cartes qui faisaient, c'était beaucoup le héros, parce que la compétence de Bravo, de Starvo reste un peu high rolly, mais après le format est pas Doom, on sait que va y avoir des restricted, il y aura peut-être pas de ban, mais ça de toute façon c'est mis à jour sur le site, genre il y a déjà la liste potentielle de cartes restricted, donc potentiellement en un seul exemplaire, ce qui pourrait être une bonne technique, mais ce que je trouve surtout intéressant, comme l'a dit juste avant Croissant, c'est que voilà, ne perdez pas espoir, si votre héros préféré avec ses mécaniques particulières, comme imaginons Kano, part en Living Legend, vous aurez toujours en tout cas ce format où vous pourrez le jouer, parce qu'en plus il faut savoir que Kano en Living Legend, ça tabasse, hein. Les Starvo, ils sont pas fans de Kano en général. Donc en vrai, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours jouer le héros, et dans le pire des cas, votre héros reviendra probablement, ou en tout cas ses éléments reviendront probablement dans une forme. On a une petite pensée notamment là actuellement pour les joueurs élémentaires, donc Elemental, parce qu'il me semble qu'il n'y en a plus, si je dis pas de bêtises, en tout cas on construit. En Blitz, il y a encore Braillard, Lexi, mais en construit, il n'y a plus Holdim, il n'y a plus Tous les héros Braillard, sont il partis là. n'y a plus Lexi, tous les héros Ils Tales se of Aria sont sont tous partis. taillés. Ce qui montrait que Elemental était peut-être un peu fort. Et ça, on est beaucoup à l'avoir pensé quand même. Mais ça montre aussi que c'est ça en vrai le Living Legend. C'est un système de rotation qui pour beaucoup peuvent sembler assez injuste, mais qui dans un sens, moi, me paraît juste, en particulier si vous avez l'occasion de tester d'autres decks, de discuter avec d'autres gens, de tester d'autres choses, d'explorer d'autres horizons. Et en fait, c'est ça le plus important dans Flesh and Blood. C'est aussi le but de cet épisode, parce que c'est une question qui revient très souvent parmi les nouveaux joueurs. C'est si mon héros passe Living Legends, qu'est-ce que je fais? Et la réponse, ce serait quand même pas mal de ne pas s'arrêter de jouer pour ça, de pendant que vous jouez votre héros, de découvrir d'autres petites choses, d'autres decks, d'autres playstyles, et, et, et voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose. Typiquement, tu vois, tu parlais des Ice. Moi, je sais que j'ai un petit screen d'un tweet de Monsieur Jean Blanc où il dit Ice Ninja, maybe one day. Et en général, quand il tweet ce genre de truc, bon, ça met un petit peu de hype, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que tu as des choses à raconter, mon cher Croissant? Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'on peut essayer de juste faire un dernier petit reminder un peu de ce qu'on a, Un petit pu dire, TLDR. et genre closing thoughts. Je pense que c'est bien dans Flesh and Blood de vous spécialiser sur un héros parce que c'est récompensé par le jeu en termes de gameplay et de résultats, parce que c'est ce que le jeu veut avec l'identité forte des héros, un peu à l'instar des commandeurs sur Magic ou des personnages de RPG quand vous jouez à Skyrim ou à Baldur's Gate. Donc vous avez vraiment, vous vous attachez à votre héros, c'est vous l'incarnez et vous faites vos parties avec. C'est très important aussi, moi, de mon point de vue, de trouver quelque chose qui vous plaise parce que ça reste un loisir avant tout.
en tout cas pour la plupart du commun des mortels, puisqu'on n'est pas des joueurs ou des joueuses pro. Je pense que c'est... Comment dire? Je pense que c'est important aussi, du coup, de comprendre, lorsque vous vous mettez à ce jeu, que votre héros sera LL un jour. Plus ou moins rapidement, selon si le héros que vous aimez est plus ou moins méta, plus ou moins fort, etc. Avec des méta qui de toute façon changent, et on a vu Azalea pendant très longtemps être Azalea tiers, puis être considéré comme tier 1 dans beaucoup de tier lists récentes. Donc c'est des choses qui peuvent changer. Et en fait, c'est du coup important de comprendre ça et de le prévoir. Pas forcément pour la semaine suivante, mais de le garder en tête et de l'envisager, et du coup d'explorer d'autres choses qui peuvent vous plaire et qui peuvent correspondre un peu en termes de gameplay à ce héros-là, pour prévoir une suite en fait, de comprendre pourquoi vous êtes attaché à un héros et pas un autre, pour pouvoir rendre plus facilement le changement si le premier passe LL, etc., etc. Et juste de savoir ce qui va arriver, en quelque sorte, pour pouvoir mieux l'anticiper, mieux le préparer, parce que, effectivement, quand il y a un héros que vous adorez, le voir partir et ne plus pouvoir le jouer, c'est chiant. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais la même possibilité de rejouer un gameplay similaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent vous plaire dans le jeu, parce que dans l'essence du jeu, a priori, c'est toujours quelque chose que vous aimez. Et donc, c'est important de ne pas juste se laisser abattre, entre guillemets, mon héros est parti, qu'est-ce que je vais faire? Et d'être plutôt dans une démarche de mon héros est parti, quel héros pourrait le remplacer? Quel héros je peux explorer qui pourrait me faire revivre un peu les mêmes situations de gameplay, etc. Très d'accord. Très Voilà. d'accord avec ça. Et c'est un bon résumé de son je pense. Donc, écoute, je pense que là, on n'est pas trop mal. N'oubliez pas de jouer faille, parce que canot, c'est trop facile. Et Quoi? c'est rigolo de rush les canaux sans qu'ils aient pu stack. Rien, oublie, ne t'inquiète pas. Ça va aller. D'accord. Merci à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas, hein, si vous laissez un commentaire, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Petit pouce bleu, on a Discord. Venez sur la chaîne Twitch aussi. Là, je pense qu'on va commencer à faire des lives un peu plus souvent. En tout cas, on va essayer de vous proposer du gameplay, voire même de proposer du gameplay sur Twitch pour ensuite le remettre en replay sur la chaîne YouTube. Donc si ça vous plaît, si ça peut vous plaire, n'hésitez pas en tout cas à nous le dire. Et puis, c'est pas trop mal. Donc des bisous, à très vite et merci à tous.